Bonsoir et bienvenue sur Alafia TV. Vous êtes à la bonne adresse parce que ce soir, comme invité de la semaine, vous l'aurez compris, c'est votre émission invité de la semaine. On reçoit Sidi Touré, le chargé de communication du Parena, Parti pour la Renaissance nationale. Merci beaucoup. Merci, Sidi, M. Maïga, d'avoir accepté notre invitation. On va, en tout cas, trois sujets nous intéressent sur ce plateau. Le premier sujet, c'est évidemment la révision de la charte de la transition, mais aussi le retrait des troupes européennes, notamment françaises, et celle de Takuba. Et enfin, de cette histoire, de cette affaire qui a enflammé un peu la toile ces derniers temps, c'est l'attribution des logements sociaux. Vous, on va évidemment avoir votre point de vue sur ces trois sujets, en commençant par la révision de la charte. Alors, il est donc clair que en mars déjà, la transition, selon le cadre d'échange, n'est plus reconnue, en tout cas en tant que telle, en tant qu'autorité en tout cas de la transition, les autorités ne seront plus reconnues. Vous, quelle est votre position? Je vous remercie, M. Maïga, de m'avoir donné la parole. Au nom du Parena, je présente toutes nos condoléances aux victimes de Tessit, que leurs âmes reposent en paix. Et donc, par rapport à votre question, je vous informe que nous ne sommes pas du cadre, même s'il est vrai que le Parena, de temps en temps, mène des activités avec le cadre. Donc, par rapport à la révision de la charte de la transition, le Parena récemment a publié un mémorandum dans lequel nous avons opiné justement sur la fin de la transition. Le cadre a travaillé d'ailleurs sur le mémorandum, ils l'ont présenté lors du lors du symposium justement. Donc pour nous, il faut travailler pour garder l'architecture actuelle, mais tout en travaillant pour plus d'inclusivité. Chose qui a été prônée dans la charte de la transition, chose qui a été prônée par le président de la transition, chose qui est réclamée pratiquement par tous les partis politiques et la société civile. Donc selon nous, pour éviter les soubresauts et le chaos, il faut garder l'architecture actuelle de la transition, mais tout en travaillant dans le cadre de l'inclusivité. Alors quand vous parlez d'inclusivité, vous êtes content d'entendre que le CNT sera élargi, le gouvernement aussi, je crois, sera certainement élargi. Vous êtes content, vous y serez? Oui, mais l'élargissement du CNT et du gouvernement, selon nous, c'est des choses qui doivent être faites de concert avec les forces démocratiques du pays. Raison pour laquelle le lundi 16, la commission d'écoute des lois justement du CNT nous a envoyé une correspondance pour nous écouter afin que nous puissions donner notre vision justement de la révision du CNT. Et nous avons répondu justement par une lettre pour dire que pour nous, la question de la révision, des modifications qu'on veut apporter au niveau du CNT relève des forces vives, des forces démocratiques du pays. Donc il faut que le président de la transition convoque tous les partis politiques du Mali afin justement qu'on parle de cette question-là, afin qu'on essaie de trouver les voies et moyens pour résoudre la crise politique et institutionnelle. Parce que pour nous, la question de la révision de la charte de la transition n'est pas une question administrative, mais plutôt une question éminemment politique. Et pour justement régler cette question-là, je pense qu'il est nécessaire de convoquer toutes les forces vives du pays afin qu'on dégage une nouvelle feuille de route, afin justement qu'on travaille sur un chronogramme consensuel qu'on va proposer à la CEDEAO dans le but justement de lever les sanctions. Parce que si vous vous rappelez, dans un des communiqués de la CEDEAO, il a été clairement dit, pour la levée des sanctions, on demande aux autorités de la transition de travailler sur un chronogramme convenu. Ça veut dire qu'il faut réaliste et convenu. Ça veut dire qu'il faut travailler avec les forces vives du pays. Raison pour laquelle le Parena a demandé aux autorités de la transition, pour nous sortir de cette crise-là, il faut un conclave entre les forces vives du pays, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, les groupes signataires, les groupes armés signataires de l'accord, pour qu'on convienne justement d'un calendrier consensuel et d'un chronogramme consensuel qu'on va proposer à la CEDEAO
afin qu'on puisse lever les sanctions. Mais malheureusement, nous constatons que jusqu'à preuve de contraire, entre nous Maliens, on ne discute pas, on ne dialogue pas. Il n'y a pas justement cette main tendue envers les partis politiques, envers la société civile, pour qu'on puisse juguler puisque la crise. Commission vous a invité, en tout cas vous écoute apparemment très bien, je crois. Vous avez proposé quoi concrètement déjà? Non, nous demandons qu'il y ait un dialogue entre les forces démocratiques du pays et les autorités de la transition pour convenir justement d'un calendrier et d'un chronogramme consensuel. Est-ce que vous avez en main une proposition concrète, par exemple, que vous allez poser sur la table, déposer sur la table? Une proposition concrète. Nous disons par exemple qu'il faut travailler sur une feuille de route. Il faut mettre en place, il faut élargir le CNT, mais pas avec le format actuel, où à peu près quelques individus vont s'asseoir dans un bureau et cocher, c'est-à-dire que des noms sur un papier pour nous dire que bon, voilà, nous avons un CNT. Au contraire, il faut travailler pour que ça soit un CNT inclusif, que tous les Maliens puissent se reconnaître justement dans ce CNT-là. Le gouvernement aussi, la même chose. Le chronogramme. Quels devraient être les critères justement? Les critères... pour être membre du CNT. Mais non, mais en réalité, c'est lors justement de ce dialogue-là qu'on va dégager tous ces critères-là. Mais on ne peut pas le dire en amont. Mais le but, dans un premier temps, il faut s'asseoir et discuter. Et dégager ensemble, c'est-à-dire que les critères et faire le choix des hommes et des femmes qui vont composer justement ce nouveau CNT-là. Donc pour nous, le dialogue est fondamental entre les forces démocratiques du pays pour sortir justement le Mali de la crise. Est-ce que la priorité, c'est la levée des sanctions ou les élections aujourd'hui? Oui, mais la priorité d'abord, c'est la levée des sanctions, quand même. Il faut qu'on se préoccupe du sort des populations, parce que les Maliens souffrent justement de ces sanctions-là. Donc, rapidement, on doit travailler pour lever les sanctions dans un premier temps, mais pour ce faire, il faut un dialogue. Donc, le dialogue est nécessaire, le dialogue intermalien, le dialogue entre les forces démocratiques, la société civile et les groupes armés signataires de l'accord est nécessaire pour qu'on convienne justement d'un chronogramme consensuel qu'on va proposer à la CEDEAO afin de lever les sanctions. Mais depuis fort longtemps, avant même les assises, il y avait ce dialogue, cette main tendue du président. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on en est là en train de parler tout Non, mais si vous pouvez constater avec moi que les assises nationales de la refondation qui ont été proposées à un moment donné pour être une thérapie à la crise, au contraire, ont lamentablement échoué. Les assises, au lieu de souder les Maliens, les assises, c'est-à-dire que nous ont divisé davantage. Et dans ces ANR-là, et qu'est-ce que les gens se retiennent fondamentalement? C'est la prolongation de la transition de 5 ans, 6 mois. C'est ce que les gens se retiennent. Et les autres résolutions-là ont été superbement ignorées par les Maliens. 6 mois à 5 ans. Voilà, 6 mois. Voilà. Et c'est cette proposition-là qui a été faite à la CEDEAO et qui a abouti justement à la crise là. Donc pour nous, les assises n'ont pas abouti à la résolution de la crise. Au contraire, elles n'ont fait qu'aggraver la crise. Et avant, déjà le 1er novembre 2020, le parrainat a adressé justement un mémorandum aux autorités de la transition pour leur demander de surseoir à l'organisation de ces ANR-là et de travailler pour que les Maliens puissent s'unir autour de l'armée. Pour libérer d'abord les zones qui sont occupées, et après maintenant on va travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Nous avons demandé aussi aux autorités de la transition de tout faire pour ne pas mettre le Mali en porte-à-faux avec ses voisins. Parce que quand vous regardez la position géographique du Mali, nous avons tissé quand même, c'est-à-dire que des liens très forts, des liens séculaires avec pas mal de pays, et le Mali aujourd'hui ne doit pas être isolé et en Afrique de l'Ouest et à travers le monde. Mais malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Les assises nationales de la refondation ont été organisées et la finalité, c'est quoi? C'est que le Mali a été sanctionné. Donc pour nous, les assises n'ont pas abouti, c'est-à-dire à la résolution de la crise, elles n'ont fait qu'aggraver la crise. Et raison pour laquelle nous avons demandé aux autorités de la transition en 2 ou 3 jours, de réunir les forces vives du pays, les forces démocratiques de ce pays-là, la société civile, les groupes armés signataires de l'accord, pour qu'on convienne d'un chronogramme consensuel qu'on va soumettre à la CEDEAO afin qu'on lève les sanctions. Donc en mars, vous reconnaîtrez en tout cas les autorités de la transition? Non, pour nous, c'est-à-dire que pour nous sommes dans une position réaliste. Pour nous, Aristote le dit, il dit l'intelligence est le juste milieu. Et nous ne voulons pas... Vous mettez au juste milieu aujourd'hui. Voilà, nous ne voulons pas, c'est-à-dire qu'il y ait une autre crise pour notre pays. Nous ne souhaitons pas le chaos pour le Mali.
Raison pour laquelle nous avons clairement dit qu'il faut garder l'architecture actuelle tout en apportant justement des réaménagements et au niveau du CNT et au niveau du gouvernement pour que chacun puisse se reconnaître justement dans cette transition-là. Parce que on est en porte-à-faux avec un certain nombre de partis, justement, c'est-à-dire que par rapport à la fin de la transition, parce que pour nous, demander, c'est-à-dire qu'un nouveau CNT, demander la mise en place, c'est-à-dire que d'une nouvelle architecture politique pour conduire la nouvelle transition, c'est vraiment un saut dans l'inconnu et le parrainat n'est pas dans cette dynamique-là. Au contraire, nous adoptons une position réaliste. Avec la situation difficile, en tout cas la difficile situation économique et financière du pays, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'élargir, peut-être qu'il faut carrément dissoudre peut-être le CNT et reconstituer le CNT au lieu d'augmenter les dépenses encore, les charges de l'État? Non, regarde, par exemple, la décision est venue de qui? En Conseil des ministres, ils ont envoyé un document au niveau du CNT pour parler justement du réaménagement. Donc ça veut dire que les autorités actuelles savent pertinemment que au niveau de ce CNT-là, il y a un réel problème d'inclusivité. Et mais maintenant, elles savent l'état actuel du budget. Mais pour que ça ne ressemble pas à un partage de gâteau. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut même garder, c'est-à-dire que le quota actuel, mais en opérant des changements profonds au sein du CNT, parce que vous vous rappelez, c'est-à-dire que de la mise en place du premier CNT, ça a été fait, c'est-à-dire que dans un flou total. Donc maintenant, il faut travailler pour que toutes les fêtières puissent être représentées au niveau de ce nouveau CNT-là, même si on ne va pas forcément augmenter le nombre. Voilà, donc pour nous, c'est-à-dire que l'augmentation du nombre n'est pas l'aspect le plus important, mais l'aspect le plus important, c'est vraiment l'inclusivité. Il faut que ça soit un CNT représentatif de toutes les couches socio-professionnelles du Mali. Alors, est-ce que vous, en tant que membre du CNT, non, pas du CNT. J'ai dit à vous, en tant que membre, j'ai dit, si jamais vous êtes, par exemple, membre du CNT, est-ce que vous aurez certainement la révision de la charte de la transition, par exemple, votre position serait quoi par rapport à l'amnistie? Est-ce que vous allez voter pour l'amnistie concernant les auteurs, en tout cas, des événements ayant, en tout cas les acteurs ayant participé aux événements du 18 août 2020 et Monsieur Maïga, nous ne sommes pas à ce stade-là. C'est une proposition qui a été faite. Non, nous ne sommes pas à ce stade-là. Nous demandons qu'il y ait le dialogue entre les autorités de la transition et les forces démocratiques, la société civile et les groupes armés signataires de l'accord. On l'a clamé haut et fort et jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas été écoutés et vous me demandez justement, c'est-à-dire que de me prononcer par rapport aux activités que le nouveau CNT va mener. Bon, ça, je ne peux pas le faire. C'est aller vite en besoin. Vous attendez d'abord, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus, un large consensus entre... Vous n'avez pas de position de principe? Pour le moment, non. Pour le moment, non. On attend d'abord qu'il y ait, c'est-à-dire qu'un large consensus entre les forces vives du pays, qu'on ait un CNT consensuel, et à partir de cet instant-là, on peut se prononcer sur les sujets qui vont être traités par ce nouveau CNT-là. Alors, dans le projet, qu'est-ce qui vous dérange? Tout est bon, tout est parfait pour vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pour nous, il n'y a pas de consensus. Okay. Il n'y a pas de consensus. C'est le fait du prince. Et bon, voilà, c'est-à-dire que quelques personnes décident justement de changer, de réaménager ou d'opérer des changements au niveau du CNT. Et les organisations, les partis politiques ont été superbement ignorés. Depuis pratiquement l'avènement justement, c'est-à-dire que de ce coup d'État-là, on a tendance à marginaliser les forces démocratiques de ce pays-là. Or, nous travaillons justement, c'est-à-dire que pour réhabiliter la chose politique. Parce que sans les partis politiques, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a une gestion viable des affaires de la cité. Les partis politiques ont pour vocation justement de conquérir le pouvoir et en même temps de l'exercer à travers un projet de société dans l'optique justement de résoudre les problèmes essentiels du pays. Mais on constate que malheureusement, les partis politiques sont ignorés. La société civile est ignorée et à travers le monde, on parle... Certains partis politiques, quoi. Non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il y a plusieurs partis politiques qui font partie quand même de cette transition. Non, mais les gens, certains sont là-bas, c'est-à-dire qu'en leur nom, pas au nom de leur parti. Quand vous regardez par exemple même le M5, le M5, c'est-à-dire qu'il ne se reconnaît pas dans ce CNT-là, la preuve. Il a même décidé de porter plainte
pour dire que le CNT est illégal et illégitime. Ça, ce n'est pas nous, le parrainat. Ça, au contraire, c'est-à-dire que c'est là aujourd'hui qui sont aux affaires. Donc, tout le monde reconnaît que ce CNT-là n'est pas un CNT inclusif. Donc, il faut travailler, c'est-à-dire que pour l'inclusivité, pour que tout le monde puisse se reconnaître justement dans ce CNT-là. Il faut réaffirmer véritablement la volonté politique qu'on veut sortir justement de cette crise-là. Comment est-ce que vous comprenez qu'il y a des membres de certains partis politiques qui sont dans le CNT, mais qui, tu vois, leurs partis ne sont pas avec les autorités de la transition? Bon, mais ça, c'est lié au fonctionnement de chaque parti politique. Vous connaissez mieux, vous connaissez quand même le fonctionnement justement de nos partis. Certains, souvent, en réalité, se battent pour leurs propres intérêts, malgré les consignes qui sont données par les partis. Souvent, ça veut dire que c'est des consignes Cela décrédibilise quand même les partis politiques. Bien sûr, c'est des consignes qui sont superbement ignorées par certaines personnes. Vous, au parrainat, vous allez vous suspendrez la personne ou vous l'exclurez? Mais les textes du parti sont là, justement. C'est pourquoi le parti a des statuts et des règlements. Les statuts et règlements sont là pour justement régir le fonctionnement d'un parti. Ok. Alors, très bien. Le gouvernement malien a annoncé suspendre l'attribution donc des logements sociaux, de centaines de logements sociaux à Bamako, dont un certain nombre auraient profité à des proches, en tout cas, du pouvoir. Aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous l'avez appris déjà? Est-ce que vous êtes surpris de voir cela? Oui, je suis surpris parce qu'on a battu quand même le pavé dans ce pays-là pendant des mois et des mois pour nous dire que bon, rien ne peut plus être comme avant. Et c'est vraiment le mal y croire. C'est la lutte implacable contre la corruption. Mais nous constatons que, bon, beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas véritablement changé. Parce que quand vous regardez justement l'attribution de ces logements sociaux-là, des jeunes qui sont proches du M5, des ministres, ou je ne sais pas, c'est-à-dire que ou leurs proches, dont les noms, c'est-à-dire que figurent sur la liste justement des personnes ayant bénéficié des logements sociaux, ça laisse songeur quand même. Ça interroge en réalité sur la volonté des dirigeants actuels pour lutter véritablement contre la corruption. Et il y a même au niveau d'autres structures, il y a des informations jusqu'à preuve de contraire quand même qui méritent d'être étayées véritablement au niveau de l'EDM, de la CANAM. Bon, on pense qu'il y a des recrutements en réalité qui n'ont pas été faits dans les règles de l'art. Donc pour dire que simplement les anciennes pratiques tant décriées par cela. Pour le moment, c'est pas vérifié, c'est des. Ouais, mais au niveau, par rapport aux logements sociaux, ce qui est sûr et certain, c'est que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que les critères d'attribution sont connus, mais on a ignoré ces critères d'attribution-là, bon, pour faire plaisir justement, c'est-à-dire qu'à certains qui se sont battus contre le régime du président Ibeka, paix à son âme. Donc ça nous pose quand même, ça interroge en réalité sur ce qui a été dit et ce qui est en train de se faire dans ce pays-là, quoi. Donc pour nous, bon, en réalité, il y a trop de discours, mais dans la pratique, c'est-à-dire que la faute, c'est pas la commission qui a travaillé là-dessus, parce qu'il y a certaines autorités aussi qui peuvent ne pas savoir aussi que telle personne a postulé. Non, Monsieur Maïga, c'est très simple. Pour avoir un logement social au Mali, il y a des critères, il y a des documents, c'est-à-dire à fournir. Comme par exemple, quand je prends au niveau de la banque, il y a même un engagement sur l'honneur que vous devrez signer. Mais vous ne pouvez pas avoir, c'est-à-dire que normalement, un logement social si vous ne respectez pas tous ces critères-là. Et il y a certaines personnes qui ont eu, c'est-à-dire que ces logements sociaux-là, et on nous dit qu'elles n'ont même pas postulé. Non, là, il y a anguille sur roche, quoi. Non, ce n'est pas clair, cette affaire-là. C'est vraiment tiré par les cheveux. Et quand vous regardez dans la commission, toutes les structures qui sont concernées par l'attribution des logements sociaux, c'est-à-dire qu'elles sont représentées. Il y a un problème quelque part. Donc, la suspension, c'est une bonne chose. Non, il faut aller au bout de l'enquête. Il faut aller au bout de l'enquête. Il faut approfondir. Et normalement, c'est-à-dire que dans pareil cas, des têtes doivent tomber. Des têtes doivent tomber parce qu'on ne peut pas rester. Est-ce que ça en vaut la peine? Mais bien sûr. Il y a des Maliens, c'est-à-dire qui ont quand même demandé ces logements sociaux-là. Certains, c'est-à-dire qu'ils sont à leur 4e tour. Si vous, en tant que ministre, par exemple, vous avez, je sais pas, un garçon qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui ne s'en sort pas et qui a postulé, qui a eu un logement social,
sans que vous-même vous ne le sachiez. Est-ce que ça vous dérange? Non, il y a un problème, quoi. Il y a quel problème? Mais c'est parce qu'on dit que les logements sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à des personnes qui ont quand même des revenus modestes. Mais je suppose qu'un ministre, c'est-à-dire que de la République, oui, mais il y a des ministres... un ministre de la République doit être en mesure de loger décemment sa famille. C'est pas facile. Hein, non. Un ministre de la République, quand même, on dit... Un ministre honnête, transparent, ne gagne pas grand-chose au Mali. Non. C'est-à-dire que c'est destiné à des gens qui ont des revenus modestes. Et en la matière, on pense que... Mais il y a même des ministres qui sont en location, Sidi, non? Oui, mais un ministre, c'est-à-dire que quand même, en République du Mali, doit être en mesure de se construire une maison. Normalement. C'est l'administration. Et l'État doit trouver les moyens aussi pour l'aider, c'est-à-dire qu'avoir une maison. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faut simplement travailler pour respecter les critères. Et en la matière, moi, je pense que les critères n'ont pas été respectés. Okay. Et on a voulu, c'est-à-dire que satisfaire certains qui se sont battus justement pour faire partir le régime d'Ibeka, chose qui pose énormément de problèmes. Okay, donc nous pensons qu'il faut mener toutes les enquêtes et les personnes qui sont impliquées dans cette histoire-là, de près ou de loin, quand même, doivent répondre. Okay, parce que il y a des gens qui ont même été arrêtés sous cette transition-là, qui sont en prison. Quand je prends par exemple le cas de Etienne Fagapa Sissoko, parce que simplement il s'est prononcé par rapport aux sanctions de la CEDEAO, il est en prison. Et au même moment, il y a des gens qui font des fautes extrêmement graves. Et justement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés. Là, il y a deux poids. C'est pourquoi j'ai dit que l'enquête doit aller jusqu'au bout. Ok. L'enquête doit aller jusqu'au bout. Et vous avez foi, vous avez confiance que cette enquête... on verra bien, on attend. Alors, on va parler de ce retrait, en tout cas, des forces européennes, notamment françaises, du Mali. Une annonce qui a été faite, donc, en marge du mini-sommet sur le Sahel, et en tout cas en marge aussi du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. Vous, déjà, cette annonce, quelle est votre impression déjà de ce retrait-là? Bon, il fallait s'y attendre. Depuis un certain temps, il y a un discours, un nationalisme intransigeant dans ce pays-là, et dirigé justement contre les forces étrangères, qu'on présente comme étant justement tout le problème de l'insécurité, qu'elles sont à la base justement de l'insécurité au Mali. Et finalement, ces forces-là, c'est-à-dire qu'elles se sont senties dans l'obligation de rentrer. Donc maintenant, il est important pour nous simplement, c'est-à-dire que de nous assumer. Je l'ai dit sur cette plateau-là lors d'un débat, qu'un État ne doit pas sous-traiter sa sécurité. Donc il est grand temps pour nous, c'est-à-dire qu'on travaille sur notre outil de défense, donc avec le départ. Vous pensez qu'on n'est pas prêt? Bon, moi je pense qu'on pouvait même, c'est-à-dire que réclamer le départ justement de ces forces étrangères-là, mais en se donnant au moins le temps de se préparer pour assurer la relève. Donc quand vous regardez la présence, c'est-à-dire que de l'aménagement de Barkhane, de Takuba, jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas arrivé au bout du djihadisme, et mais maintenant avec leur départ, il va falloir quand même trouver une autre solution. Bon, maintenant, nous attendons les autorités, c'est-à-dire qu'elles nous disent... on attend, c'est-à-dire que les autorités qu'elles nous disent maintenant, c'est-à-dire qu'à la place de ces forces étrangères-là, qu'est-ce qu'elles proposent au peuple malien pour juguler la crise sécuritaire? Oui, par rapport à la crise sécuritaire, après 9 ans de présence au Mali, est-ce que ce n'est pas aussi un échec quelque part? On ne peut pas dire globalement la force Barkhane a échoué sur tous les plans, parce qu'il y a quand même des groupes de chefs djihadistes qui ont été neutralisés, tués au Mali, donc c'est certainement un peu peut-être déstabiliser les groupes armés terroristes, mais véritablement, quelque part, la force Barkhane n'a pas réussi. 9 ans, c'est beaucoup. Oui, mais après 9 ans, jusqu'à preuve de contraire, l'insécurité continue. Ça, voilà. C'est une réalité. Et les populations sont exacerbées. Les gens sont fortement touchés par l'insécurité. Certains n'arrivent plus à voyager, d'autres ne peuvent plus aller au champ, d'autres ne peuvent plus aller à l'école. Donc il y a vraiment des véritables problèmes quand même par rapport à l'insécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Mais nous avons toujours besoin justement des autres pour pouvoir résoudre cette crise sécuritaire-là, en attendant qu'on travaille véritablement sur notre outil de défense. Donc on doit simplement sortir du complexe, et on a aussi besoin des autres. La preuve, quand vous prenez le Japon aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une base américaine au Japon, il y a une base américaine en Arabie Saoudite. Donc,
coopérer avec d'autres États pour assurer notre sécurité, moi je ne vois pas de mal à ça. Donc on a la possibilité aujourd'hui de travailler avec d'autres États, multiplier les partenaires, diversifier les partenaires, former, c'est-à-dire que notre armée, mettre un accent particulier sur la rigueur, la transparence dans le recrutement, dans l'équipement de l'armée, parce que qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, on ne fera que compter sur nous-mêmes. Parce que même si la France reste ici pendant 50 ans, un jour viendra, elle va partir. Et mais maintenant, la solution incombe aux Maliens. On ne peut pas compter sur les autres pour pouvoir permanemment pour assurer notre sécurité. Parce qu'il y avait quand même des instructeurs, des formateurs qui étaient là, à travers l'EITM par exemple, les Européens qui ils sont toujours là. Donc est-ce que la solution reste véritablement la formation ou en tout cas l'équipement? Est-ce que c'est pas à un autre niveau? Non, la solution c'est qu'il faut bâtir une armée nationale. On ne peut pas compter permanemment sur les autres pour assurer notre propre sécurité. La question sécuritaire est une question de souveraineté nationale. Donc maintenant, il incombe aux Maliens et aujourd'hui, on a l'expertise qu'il faut dans notre armée. Parce que quand même, nous sommes indépendants, ça fait 60 ans. Et il y a des militaires maliens qui sont extrêmement brillants et qui peuvent justement, c'est-à-dire que travailler pour nous aider à avoir une armée nationale. La former, l'équiper, l'encadrer et faire tout ce qu'il faut, justement, c'est-à-dire que pour qu'on ne puisse pas dépendre de quelqu'un d'autre pour assurer notre propre sécurité. Même s'il est vrai que nous avons tout le temps besoin, justement, de partenaires pour résoudre cette crise sécuritaire. Alors vous êtes optimiste par rapport en tout cas, à tous ces succès militaires récents de l'armée malienne au centre du Mali notamment. Il y a la libération par exemple de Farabougou, d'autres zones. Si, on a même le Parena, vous vous rappelez, je crois, est le seul parti à l'époque qui a fait un communiqué lorsque Farabougou a été assiégé par les djihadistes. On a demandé aux autorités de la transition de tout faire pour libérer Farabougou. Mais lorsque Farabougou a été libéré, à ma connaissance, c'est le seul parti pratiquement qui a fait un communiqué aussi pour féliciter l'armée par rapport à la libération de Farabougou. Et on souhaite que ce travail-là continue pour que le Mali, justement, c'est-à-dire que puisse agir sur l'ensemble du territoire. Que les populations puissent vaguer librement à leurs occupations, que toutes les activités qui peuvent justement permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels puissent être satisfaites, justement. Est-ce qu'avec le départ de la force Barkhane, en tout cas notamment du nord du Mali, est-ce que cela ne va pas davantage compliquer la tâche en tout cas aux forces armées maliennes, d'autant plus que les fronts sont de plus en plus nombreux. Est-ce que ça va pas encore compliquer davantage les choses, puisque le nord, c'est une zone très très vaste, et de l'est à l'ouest, c'est très compliqué. Déjà, il y a le front du centre, il y a le front du centre-ouest, et c'est pas évident également au niveau de la frontière burkinabé, c'est très compliqué. Est-ce que on n'est pas en train de créer, en tout cas de multiplier encore le front pour l'armée malienne, qui semble ne pas être totalement prête? Bon, nous attendons la réaction des autorités, mais qu'elles nous disent ce qu'elles ont préparé justement pour supplier l'absence justement de ces forces étrangères-là. Donc dans les jours à venir, on en saura davantage. Sinon pour le moment, nous on ne peut pas dire grand chose, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui gèrent ce pays-là, et ils ont pris des décisions qui engagent nos vies de tous les jours, et nous attendons de voir ce qui va se passer réellement sur le terrain. Mais ce qui est sûr et certain, pour la résolution de cette crise-là, le Mali a besoin justement, c'est-à-dire que de tous ses partenaires. Ça, c'est vraiment notre vision, et il faut travailler pour calmer le jeu, il faut travailler pour renouer et avec la CEDEAO et avec l'ensemble de nos partenaires pour résoudre la crise. Parce que pour nous, la crise n'est pas que sécuritaire. Même si on arrive justement à sécuriser ces zones-là, mais maintenant, il faut travailler sur la question du développement, parce que nous avons des milliers et des milliers de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'opportunités. Maintenant, si on ne travaille pas pour leur donner des opportunités demain, mais ils peuvent être recrutés par les djihadistes. En ce moment-là, est-ce qu'on a beaucoup avancé? C'est vrai que le chômage contribue justement, il faut sécuriser
Mais il faut aller au-delà de la question sécuritaire parce que la question du développement aussi fait partie justement de la résolution de cette crise-là. Ok, merci beaucoup Sidi Touré. Merci M. Maïga. C'est ce qui me fait donc à cet entretien-là avec Sidi Touré, qui est le chargé de communication du parti Parena, Parti pour la Renaissance nationale. Merci beaucoup. Merci M. Maïga. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs qui ont peut-être raté cette interview, on a parlé essentiellement du retrait des forces européennes, notamment européennes, françaises je voulais dire, mais aussi on a parlé également de l'attribution des logements sociaux et enfin on a d'ailleurs commencé avec ça, la révision de la charte de la transition. Voilà, c'est ce qui met donc fin à cet entretien. Au revoir et à très bientôt sur Alafia TV.